Mesdames, messieurs, bonjour, merci d'être présents pour cette nouvelle Deck Tech en relation directe avec le dernier Sol Ring de 2024. Alors ça dépend quand tu regardes cette vidéo, mais sache que si tu la regardes, voilà, dans le temps imparti de 24 heures ou une semaine après sa diffusion, tu ne devrais pas être perdu puisqu'il s'agit bien du dernier Sol Ring de 2024 où c'était Noël, c'était la fête et la thématique du Sol Ring était le groupe hug. Si tu ne sais pas ce que c'est Sol Ring, si tu n'as pas vu, t'inquiète pas. Tu as un lien dans la description qui t'amène directement sur peut-être le meilleur contenu EDH multi-francophone proposé par Bandit. Et j'ai la chance d'y participer de temps à autre. Et justement, j'ai été invité pour cette thématique où on fait des câlins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le groupe hug? Si jamais tu ne sais pas, voilà, tu sais pas trop, c'est hyper simple. Le groupe hug, c'est de la politique. Le groupe hug, le principe, c'est tu files des cadeaux à tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde. Comme ça fait plaisir à tout le monde, les gens te laissent tranquille. Et à un moment, paf, tu te réveilles et tu fumes toute la table, grosso modo. Dans l'idée, ça fonctionne très bien avec le duo que vous voyez ici présentement, qui était mon duo de commandants pour justement ce dernier Sol Ring, avec le second docteur et Lila, donc des commandants de l'extension, on va dire, pseudo-extension Docteur Who. Et ce qui est cool, c'est que le second docteur, déjà cadeau pour tout le monde, t'as plus de limite de main. Toi et tes coéquipiers ou tes adversaires, selon comment tu amènes ça sur la table, n'ont plus de limite de main. Et à la fin de ton tour, au début de la fin de ton tour, quoi, eh bien, chaque joueur peut piocher une carte. Les joueurs qui piochent une carte ne peuvent ni t'attaquer toi, ni les permanents que tu contrôles. Donc ça te fait quand même une belle immunité, on va pas se le cacher. Et si Lila est également sur le terrain, bien c'est un truc qui est très très chouette, qui synergise bien, puisque Lila, elle dit, à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte et que c'était la première qu'elle pioche, qu'ils piochent durant leur étape de pioche, et ça c'est très important, tu mets un marqueur +1/+1 sur Lila. Donc en fait, grosso modo, ça veut dire que, imaginons c'est mon tour, je fais piocher, je sais pas moi, une carte à tout le monde. Eh bien, Lila ne prendra pas un marqueur pour moi parce que ça n'engage que les adversaires. Voilà. Par contre, elle gagnera 3 marqueurs +1/+1. Parce que c'est pas la première carte qu'il pioche, c'est la première carte qu'il pioche durant leur étape de pioche. Donc vous avez compris, Lila, très très vite, ça peut devenir une dinguerie. C'est d'ailleurs notre principale condition de victoire, hein, cette petite demoiselle, puisque le but, ça va être, eh bien, quand... allez, 1 ou 2 tours, selon si ça pioche beaucoup ou pas, et bien pouvoir two-shot ou carrément one-shot un adversaire. Il y a évidemment à l'intérieur de ce deck pas mal de capacités d'évasion, pas mal de moyens de faire en sorte que Lila puisse connecter directement. On a également pas mal de protection, parce que Lila c'est une 3-3, mais au bout du... Imaginons les deux sont là. Eh bien, Lila arrive, fin du tour, tout le monde pioche, Lila va gagner 3 marqueurs +1/+1. Toi tu vas piocher, donc ça ne concerne pas. Et chaque adversaire, imaginons que vous faisiez 4 à la table, hein, chaque adversaire va piocher, boum, c'est déjà une 6-6. Elle vient d'arriver, pour 4 et une 6-6. Donc vous l'aurez compris, il faut protéger Lila autant que faire se peut. Évidemment, comme parfois les playgroups vont juste tirer profit de votre personne et ne pas vous laisser tranquille, et ça je trouve ça immonde comme façon de faire, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Eh bien, il faut trouver des alternatives de victoire. Et dans ce deck, il y en a d'ailleurs précisément 3. Il y en a une où il va falloir avoir 13 cartes dans sa main au début de l'entretien. Une où il va falloir avoir 20 cartes au début de l'entretien. Et enfin, une autre qui est l'approche du second soleil. Une carte qu'il va falloir jouer 2 fois. La première fois que vous la jouez, elle revient dans votre bibliothèque. Et si vous la jouez la deuxième fois, eh bien, vous avez gagné la partie. Ce ne sont pas, parce qu'à l'approche du second soleil, c'est clairement pas l'approche la plus sexy pour gagner. Voilà, je le dis. Mais... les groupes hug, au début, ça fait rire tout le monde. Et puis quand vous gagnez 1, 2, 3, 4 fois, les gens, en fait, ce qui se passe, et c'est assez horrible, c'est que vous allez mettre une carte et vous allez comprendre très très vite, qui fait un effet cool pour tout le monde. Et au moment où ça va être votre tour d'en bénéficier, paf, elle disparaît. Pass to exile, une destruction, un sacrifice, bref, peu importe. Et vous êtes en mode, ah, mais en fait, vous avez tout ce qu'il fait et moi non. Et là, la table vous regarde, vous dit, bah ouais, mon ref. Et en mode, ah. Voilà. Bref, vous allez comprendre ça, évidemment, au fur et à mesure. Ce sont mes deux commandants, donc on est sur des belles couleurs, du blanc, du bleu et du vert. Et j'en profite avant de me lancer directement dans le reste de la deck tech pour vous dire que si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit follow. Si jamais vous avez des cartes que vous pensez intéressantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à partager ça à vos potes si jamais ils veulent jouer groupe hug. Et si jamais, je suis également en live sur Twitch du mardi au vendredi de 9 h à midi pour traiter news, jeux vidéo, pop culture, mais aussi pour parler de Magic l'Assemblée, Lorcana, Star Wars, Alter, bref, du TCG
en pagaille. Puis voilà, vous savez tout. Si vous voulez venir me soutenir, n'hésitez pas à venir également en live. Vous avez la mécanique, ça fait piocher, ça protège, là est un monstre, elle tabasse. Et du coup, pour faire en sorte que ça fonctionne encore mieux, je n'ai pas hésité à mettre Teio. Teio, il est très marrant, puisque quand il est sur le champ de bataille, c'est un mur 0,4. Enfin, c'est un Planeswalker qui crée un mur 0,4 plus tôt. Donc ça, c'est plutôt chouette. Son plus 1, l'adversaire ciblé et toi pioche une carte. Donc ça fait toujours un peu de politique. Vous savez, il y a beaucoup de politique dans ce deck. Donc voilà, vous aidez la personne qui est le plus en retard, vous faites des alliances, etc. Et sur le -2, il est super drôle puisque tu choisis soit gauche ou droite. Et jusqu'à ton prochain tour, eh bien, chaque joueur doit attaquer seulement la personne la plus proche de lui vers la gauche ou vers la droite. Donc ça vous permet eh bien d'envoyer des menaces dans le sens du vent et vous d'être plutôt tranquille. En plus, attaquer à part avec Lila, c'est pas forcément votre cheval de bataille. Donc ça veut dire que la personne que vous laissez tranquille, par exemple dit bah moi j'attaque forcément à gauche, mais bon vous n'allez pas forcément attaquer à gauche, ou même vous le faites après votre phase d'attaque, sera en mode oh bah c'est super sympa, tu m'évites de me prendre l'autobus en face, toi tu m'attaques pas, hop, alliance supplémentaire. J'ai parlé de protection, et oui, ça attaque très vite, très fort avec une carte, je pense que vous connaissez, adoré c'est peut-être un peu fort, mais qui est vraiment ultra puissante, surtout quand vous l'avez tout rein, il s'agit de la mer des runes, puisque ça vous protège de la couleur de votre choix, une créature ciblée. Et protéger de cette manière, c'est évidemment super fort, voilà. Pas grand chose à dire de plus. L'Avokite d'Orsov, une carte très rigolote au début de ton entretien. Alors, c'est vrai que les cartes qui disent au début de l'entretien, parfois tu vas pas jusqu'au début de l'entretien, donc voilà. Mais les effets sont la plupart du temps assez chouettes. Donc elle, au début de l'entretien, chaque joueur peut mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature. Et s'il fait ainsi, eh bien les créatures que je contrôle ne peuvent pas m'attaquer ou attaquer les Planeswalkers que je contrôle. Encore une fois, en faveur de 2 dégâts, 2 défense aux créatures de vos adversaires, ça vous permet de vous protéger un petit tour. Et un petit tour, on vous rappelle que Lila, quand Lila est en place, un tour de plus, c'est potentiellement 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur elle. Donc un tour où personne ne vous embête, c'est énorme. On va avoir également de la rampe, ça très rigolo aussi quand vous l'avez tour 1, ça permet d'accélérer les games. 1 pour une 1-1, quand il meurt, chaque joueur peut chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 2 terrains de base et les mettre en jeu. En jeu, ça veut dire pas engagé. Les mettre en jeu. Et ensuite, ceux qui font ça, mélange bibliothèque. Je l'ai fait, excellentissime. Vraiment, ça accélère les games, tout le monde est content, ça vous permet très vite de négocier. Et le but, c'est évidemment que vos adversaires fument votre vétéran. Comme ça, pendant votre tour, vous avez directement un mana supplémentaire au-delà du coup du vétéran explorer. Alors que s'il arrive sur le champ de bataille et que vous voulez en faire quelque chose, hein, il n'y a pas de quoi filer la célérité, mais imaginons que vous ayez quelque chose à faire avec, eh bien vous allez perdre entre guillemets un mana. Vous allez avoir ce coup de mana là, puis les 2 terrains qui seront détapés. Alors que si il meurt pendant une phase de défense, évidemment, c'est tout bénef pour vous. Mais la plupart du temps, c'est très facile de faire en sorte que le Vétéran Explorer, il meurt. C'est qu'une 1-1 après tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ramper. Et comme c'est un group hug, eh bien faire ramper tout le monde. Hein. Genre vraiment, dans ce deck, c'est rarissime qu'il y ait des choses unilatérales, finalement, lorsqu'il s'agit de piocher et de ramper. Pareil pour ramper, pour 3, tu as une 2-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire peut chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 3 terrains de base. Ensuite, chacun de ses adversaires peut mettre une de ses cartes sur le champ de bataille engagé sous mon contrôle en fait, et le reste taper sous leur contrôle. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 3 terrains de base, eh bien, il y en a une que vous allez contrôler. Donc vous allez vous retrouver avec 3 terrains supplémentaires engagés. Et vos adversaires en auront tous 2 engagés. Ça aussi, le Rootweaver Druid, on va pas se le cacher. Quand il arrive à sauter pendant la phase de vos adversaires, là c'est doublement plus bénéf, puisque vous allez pouvoir avoir des terrains d'étape à votre entretien et 3 terrains de plus. Ça veut dire que tour 4, vous êtes potentiellement à 7 mana. C'est plutôt fort. Voilà, ça c'est très rigolo. On va avoir ensuite, eh bien, de la pioche. Bah oui, il faut bien que Lila, elle grandisse, la petite dame. Et au lieu de manger de la soupe, eh ben, vous allez faire piocher vos adversaires. C'est très simple, pour 3, tu as une 2-2. Et Drick, à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, son contrôleur peut piocher une carte. Donc en plus, ça incite les gens à ne pas vous attaquer vous, mais à attaquer les autres. Voilà, puisque si jamais vous attaquez vous, ils ne peuvent pas piocher de cartes. Donc c'est assez sympathique. Le sergent John Benton, toujours dans cette thématique de docteur, ou 3 pour une 2-4, piétinement, célérité. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous et ce joueur piochez autant
de cartes que de blessures infligées par le Sergent John Benton. Voilà. Ça, alors c'est une petite carte, on va pas forcément la pimper ou quoi ou autre, mais ça permet de dire bon, écoute, elle arrive, tu veux 2 cartes, je veux 2 cartes, tu laisses passer 2. 2 c'est rien du tout pour piocher 2 cartes, honnêtement. Donc ça va évidemment passer. Petit body sympathique de 4, au cas où il faille quand même défendre. Le fait que pour 3 tu puisses attaquer directement avec, puisqu'elle a la célérité, permet de piocher rapidement. Bref, tu connais. Très très sympa. En politique, là encore, on mange très bien. Glunch. Glunch aussi, il est rigolo, puisque pour 3, tu as une 0,5 vol. Elle dit que au début de ta phase, enfin de la fin de ton tour, tu choisis un joueur. Ce joueur va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'il contrôle. Puis tu choisis un autre joueur qui va piocher une carte. Puis tu choisis un 3e joueur qui lui va créer 2 jetons trésors. Tu peux t'inclure dans un des 3. La plupart du temps, tu vas filer 2 marqueurs +1/+1 à un cas. Tu vas faire piocher évidemment un 2e joueur. Enfin un adversaire, puisque ça permet de faire grossir Lila. Et toi, tu vas créer 2 jetons trésors pour pouvoir avoir plus de mana. Dans l'idée, après tu peux virevolter, après c'est modulable évidemment, si tu as besoin des marqueurs pour finir un gars et tout, tu peux te débrouiller, mais grosso modo moi c'est plutôt comme ça que je le vois. La pioche serait toujours normalement donnée aux adversaires à partir du moment où Lila est en jeu. 0,5 vol pour 3, bon body, bon effet, on adore. Pour 3, tu as une 2-3, à chaque fois qu'un joueur lance un sort non créature, chacun des adversaires de ce joueur peut piocher une carte. Voilà, très bien, ça fait piocher tout le monde. C'est hop, on n'oublie pas le trigger, il y a beaucoup de triggers. J'avoue que de temps en temps, tu te perds tellement il y a de choses à faire. Mais voilà, pour 3, ça fait piocher tout le monde, ça fait grossir Lila, on apprécie. Un tuteur universal, enfin plutôt pour l'entièreté de la table, noble bienfaiteur. Pour 3, c'est une 2-2. Si jamais elle part dans le cimetière, eh bien chaque joueur peut chercher une carte et la mettre dans sa main. C'est la fête. Quasimodo, c'est la fête, tout le monde kiffe. Le noble bienfaiteur qui peut justement vous permettre de trouver vos conditions de victoire, comme des choses qui font que Lila est imbloquable. Voilà, par exemple. Donc c'est très sympathique, le noble bienfaiteur, carte très sympa. Est-ce qu'il faut vraiment vous présenter Madame Bourdefleur? Voilà, pour 4, une 1/5 vigilance. À chaque fois que tu lances un sort, l'adversaire ciblé pioche une carte. Tu mets un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée et elle gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Et si c'est la seconde fois que tu fais ça, et bien tu vas en plus piocher 2 cartes. Madame Bourdefleur qui est cool parce qu'elle fait des cadeaux et elle vous permet aussi bien de récupérer, on va dire, le karma positif de vos actions de karma positif. Voilà. On va avoir aussi une très belle carte, celle-là je l'aime beaucoup. Selvala. Pour 3, tu as une 2-4. Hein. Si tu l'engages, chaque joueur révèle au-dessus de ta bibliothèque. Pour chaque carte non terrain qui était révélée de cette manière, tu vas rajouter une forêt, gagner un point de vie et ensuite chaque joueur va piocher une carte. Donc c'est excessivement fort quand il y a Lila parce que tu t'accordes instantanément 3 marqueurs +1/+1 et puis toi ça te permet en plus de gagner des points de vie d'ajouter potentiellement 4 forêts. Autant te dire qu'avoir 4 mana verts en pool lorsque tu fais ton play, c'est excessivement puissant. Flumph, petit gars sympa. 2 pour une 0,4 vol défenseur. À chaque fois qu'elle subit des blessures, vous et un adversaire ciblé, piochez une carte. Donc ça te permet de... Voilà, ça te permet, tu vois, genre tour 2, t'es là, tour 3, ça commence à attaquer. Ben, empalez-vous chez Flumph. Voilà, parce qu'on mange bien. C'est à volonté chez Flumph. Et tout le monde va piocher. Et tout le monde va kiffer. Et vous, ça vous fait 4 cartes en main. Et vos adversaires, ça fait 1, 1 et 1. Donc, enfin, 3, pardon, et 1, 1 et 1. Donc en plus, vous êtes au max. Là-dessus, ça vous fait évidemment gagner dans la balance. Emeria Shepherd, très sympathique. Pourquoi? Parce que cette carte-là vous permet de faire de la récursion. Puisque pour 6, tu as une 4-4 vol, ce qui est pas fou. Mais à chaque fois qu'un terrain que tu contrôles arrive sur le champ de bataille, tu peux retourner à un permanent non-terrain depuis le cimetière dans ta main. Et si c'est une plaine qui active le touche-terre, eh bien tu la remets directement sur le champ de bataille. Et Emeria Shepherd, honnêtement, si vous jouez blanc et que vous voulez de la récursion, alors oui, ça coûte 7, pardon. J'ai dit si ça coûte 7. Mais l'effet est totalement cracax, puisque la plupart du temps en vert, enfin en blanc, c'est oui, mais il faut que le permanent coûte 3 ou moins, faut que la force de la créature soit de 2 ou moins, enfin c'est même pas un permanent de manière globale, c'est forcément une créature. Là c'est permanent non terrain. Simple, rapide, efficace, assez puissant. Je vous disais, vous savez, le genre de carte, tout le monde en profite et pas vous. Nat. Alors Nat, c'est pas pour poser des Eldrazi que vous l'avez, c'est pas pour poser des dingueries non plus, c'est vraiment en mode cadeau. Vraiment, ce group hug, je l'ai fait en mode cadeau. Et bien ça arrive que Nat
fasse pas un tour complet de table. Et c'est là où ça fait mal. Parce que son effet est quand même plutôt fort. Au début de l'entretien de chaque joueur, il peut mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact, de créature ou de terrain de sa main, sans payer son coup de mana, vraiment gratuit, pour le plaisir, comme dirait l'autre. J'ai vécu des games où elle arrive et puis le joueur d'après en profite, puis la détruit, puis après je la réanime et puis le joueur d'après en profite et la redétruit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est triste. On va aussi voter dans ce deck. Bah oui, parce que c'est rigolo de voter avec l'ordonnateur de cérémonie. Au début de l'entretien, chaque adversaire choisit argent, ami ou secret. Pour chaque joueur qui a choisi argent, vous et ce joueur créez un jeton trésor. Pour chaque joueur qui a choisi ami, vous et ce joueur, vous créez un jeton 1-1 vert et blanc citoyen. Et pour chaque joueur qui a choisi secret, vous et ce joueur, vous piochez une carte. C'est rigolo, ça fait plaisir, ça fait longtemps. On va avoir également un autre vote qui est très très cool, qui lui en plus s'active quand il arrive sur le champ de bataille et quand il attaque. Donc ça c'est cool, tu dois pas attendre un tour complet. Pour 5, tu as une 3-4 vigilance et lui il dit quand il arrive sur le champ de bataille ou attaque. Chaque joueur vote également secrètement pour un joueur. Et ensuite les votes sont révélés. Chaque joueur pioche une carte par rapport au nombre de votes qu'il a reçu. Et chaque joueur qui n'a pas reçu de vote va pouvoir mettre un permanent gratuitement depuis sa main sur le champ de bataille. Très très stylé. Tu peux aussi, même si c'est secret, tu peux faire des alliances, tu peux les trahir parce que la personne ne sait vu que c'est secret. Voilà, ça c'est assez rigolo. Sur Dan, il me fait bien kiffer. Et enfin, les conditions de victoire alternatives. Je vous ai dit, hein, il faut avoir 13 cartes dans sa main exactement au début de l'entretien si vous voulez gagner la partie. Le Triscaï Décaphile, 2 pour une 1-3, pas de limite de main. 13 cartes dans la main, t'as gagné. Pour 4, tu pioches une carte. Et vous avez plus ou moins la même chose avec le 20e de Crapoterie qui est arrivé avec Blumbarrow. Là, la carte est un peu plus stricte puisqu'il dit que la taille maximale de la main est de 20 et pas illimitée. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 2 créatures, tu mets un marqueur +1/+1 sur le 20e de Crapoterie et tu pioches une carte. Et à chaque fois que le 20e de Crapoterie attaque, vous gagnez la partie s'il y a au moins 20 marqueurs sur lui ou si vous avez au moins 20 cartes en main. Et évidemment, 20 marqueurs, comme il n'y a pas trop de prolifération, c'est pas le truc le plus simple. En revanche, avoir 20 cartes en main, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Donc voici 2 conditions de victoire basées sur un nombre précis de cartes au début de l'entretien qui vous permet en cas de pépin, en cas de coup dur, si Lila coûte par exemple 18 à jouer, vous aurez quand même cette possibilité de gagner. Passons maintenant aux rituels. Les rituels sont tout aussi sympathiques. Identité fracturée, t'exiles un permanent non terrain ciblé. Chaque joueur autre que son propriétaire crée un jeton qui en est une copie. Ça évidemment, choisissez bien la carte que vous allez exiler qui va être une copie, puisque ça pourrait faire des dingueries. Et au niveau règles, parfois on peut se perdre sur des triggers de triggers, mais c'est rigolo parce que c'est vraiment un cadeau pour tout le monde une fois de plus. Vous avez de quoi piocher avec le flux. Chaque joueur choisit un nombre quelconque de cartes sans défausse, puis pioche le même nombre de cartes, vous y compris, hein, et toi tu vas piocher une carte supplémentaire. Le flux, ça permet, de se refaire une main. C'est moins énervé qu'une wheel, par exemple, comme on peut trouver chez Nekuzar, parce que là, c'est chaque joueur choisit un nombre, tu peux dire 0, par exemple. Ou alors, c'est cool parce qu'il y a des cartes inutiles, genre trop de terrain, par exemple, et ça permet de se refaire une belle main. Donc flux, pareil, c'est très 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 puissant. On va également conclure un accord. Chaque adversaire pioche une carte, puis vous piochez une carte pour chaque adversaire qui a pioché une carte de cette manière. Donc ça c'est une obligation, on ne peut pas y réchapper, à moins que le sort soit évidemment contré. Mais ça c'est cool parce que ça permet à Lila de prendre 3 marqueurs +1/+1 instantanément. Et ça fait toujours plaisir. Toujours dans ce système de pioche, tu payes un mana bleu en commençant par vous. N'importe quel joueur peut payer n'importe quelle quantité de mana. Chaque joueur pioche X cartes, X étant la quantité totale de mana. Ça te permet de piocher autant que tu as besoin. Voilà, alors c'est un rituel, j'en préfère un éphémère bien évidemment. C'est en rituel et ça peut se comprendre, mais ça permet également d'être gentil avec tout le monde. Pierce Wim. Pour 4, un rituel. Pour chaque joueur, tu vas dire soit ami, soit ennemi. Pour chaque ami, eh bien, ils vont chercher dans leur bibliothèque un terrain, land card, même pas un terrain de base, et ils vont le mettre engagé. Puis ils mélangent, et pour chaque ennemi, eh bien, ils vont sacrifier un artefact ou un enchantement. Donc toi, ça te permet de dire, hé, tu sacrés l'artefact là. Ouais, l'ombre lance. Attention, je te la laisse, tu m'attaques pas. Oui, ok, non, ça dégage. Voilà, tout simplement, c'est sympathique. Pour 4, ça permet encore une fois de faire beaucoup de politique. Politique, il y en a encore avec le Secret Rendezvous. Vous, l'adversaire ciblé, allez piocher 3 cartes. Encore une fois, ça c'est les cartes que vous utilisez quand Lila est en jeu, évidemment, ou lorsque vous avez vos conditions de victoire alternatives de il faut avoir 13 cartes en main, tout ça. Mais c'est évidemment très fort dans cette thématique. Pareil pour tenter avec des lapins.
Pour 3, tu pioches une carte, tu crées un jeton de lapin 1-1 blanc. Puis chaque adversaire peut piocher une carte et créer un jeton 1-1 blanc lapin. Et puis pour chaque adversaire qui a fait ainsi, tu vas à nouveau piocher une carte et créer un jeton 1-1 lapin blanc. Donc dans l'idée, ça fait au maximum, tu peux piocher 4 cartes, mettre 4 jetons 1-1. Et chaque adversaire piochera une carte et mettra un jeton. Voilà, ça c'est dans le monde où tout le monde joue le jeu. Ça vous fait quand même une plus-value des enfers par rapport à vos adversaires. On va également ramper parce qu'on pioche beaucoup, mais parfois il faut quand même jouer. Et pour jouer des cartes, bah, il nous faut du mana. Donc on va pouvoir en trouver avec 3 visites. Pareil avec Cherchons Loin, qui sont quand même des classico-classiques du genre. Aussi avec Collective Voyage, le voyage collectif. En commençant par toi, chaque joueur va payer. En fait, c'est comme le fait de piocher, sauf que là, c'est ramper avec des terrains de base. Mais c'est exactement le principe, tu payes 1 et X pour ramper, et l'autre c'était 1 et X pour piocher. Juste les terrains arrivent sur le champ de bataille engagés. C'est embêtant parce que c'est rituel, du coup tu peux pas en profiter. Tes adversaires, eux par contre, vont se régaler, donc quand ça tu l'utilises, il faut vraiment conclure des packs de Zinzito. On va également avoir en rituel des moyens eh bien d'évasion, à commencer par la Distortion Strike. Pour un mana bleu seulement, la créature cible gagne +1, +0, ne peut pas être bloquée ce tour-ci, et le sort a le rebond. Donc c'est-à-dire que eh bien, au début de votre prochain entretien, tu vas pouvoir jouer ce sort gratuitement depuis l'exil. Donc en fait pour un, tu as une Lila virtuellement imbloquable pendant 2 tours. Et avec 2 tours d'imbloquable, c'est virtuellement 2 adversaires que tu out. Parce que Lila très rapidement peut dépasser les 21 marqueurs. Enfin, sa force peut dépasser 21 plutôt. La même chose avec Sleep Through Space et un anglais incroyable pour un mana bleu. La créature ciblée est imbloquable, sauf qu'elle n'a pas le rebond, mais tu vas piocher une carte. Qui est toujours assez chouette. Exactement la même carte, ou presque, avec Enter the Enigma. La créature ciblée peut pas être bloquée ce tour-ci, et tu pioches une carte. Voilà, petit moyen d'évasion sympathique. Et enfin, en rituel, la dernière condition de victoire alternative avec l'approche du second soleil. Alors je sais que c'est pas une carte qui est appréciée, mais bon, il faut bien de temps en temps gagner dans ce jeu. Pour 7, si ce sort est lancé depuis ta main, et si tu as déjà lancé l'approche du second soleil durant cette partie, tu gagnes la partie. Si c'est pas le cas, c'est la première fois que tu lances ce sort. L'approche du second soleil, tu la mets à la 7ème place en partant du dessus de la bibliothèque et tu gagnes 7 points de vie. Vous avez vu à quel point vous piochez rapidement des cartes. En vrai, lorsque vous jouez approche du second soleil, presque après, tu la repioches. Voilà. Ça coûte 7 à jouer, c'est pas gratos, il faut impérativement la jouer depuis la main, mais voilà, il y a plus dur comme condition de victoire. On va passer maintenant aux éphémères, on va contrecarrer pas mal de choses. Et ben, il faut se protéger les amis, il faut se protéger, il faut éviter les Vras, il faut éviter les passes au exile, les soit tout cher, les sacrifices quand vous avez juste là qui est sur le bord. Donc le déni des arcanes est très stylé puisque ça va faire en sorte que l'adversaire eh bien, puisse piocher. Et si Lila est assez balèze, eh bien, il ne piochera pas. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre vous allez piocher au début de l'entretien du prochain tour. Donc c'est vraiment un contrecarré parfait dans cette thématique. Pour 2, le contresort nature peinture. Le drain de mana pour avoir du mana incolore en plus. Et la tutelle féroce si jamais vous avez votre commandant qui permet de contrecarrer le sort non créature ciblée de manière gratuite. Et ça fait toujours plaisir. Pour vous, pas pour celui qui se la prend dans la gueule. Le retour au pays, parce que de temps en temps, il y a une créature qui traînouille et bon, bah ça permet pas à Lila de one shot. On s'en fiche de donner des points de vie égal à la force de la créature. De toute façon, en commandant, voilà, on préfère ça à Pass to Exile dans l'idée, parce que c'est toujours mieux que l'adversaire gagne des points de vie, surtout quand on veut le tuer avec des dégâts de commandant, donc on s'en fout qu'il ait 1 million de points de vie. Là où Pass to Exile, bah, ça permet à l'adversaire d'aller chercher un terrain. Donc voilà, c'est un peu plus antiquinant. Retour au pays, c'est quand même la base quand vous jouez, je trouve, des jeux blancs. On va avoir également en éphémère pour 2, chaque joueur pioche 2 cartes. Alors autant vous dire que quand Lila est en jeu, ça fait +6 en termes de marqueurs, ce qui est délicieux. Il faut le dire, c'est quand même assez délicieux, on va pas se le cacher, les chevaux de vision. On va avoir un tuteur, j'en ai pas des masses, moi je suis pas très tuteur, mais sur le groupe Hug, pour avoir pris des grosses claques, je me dis que c'est quand même bien d'avoir des tutors de temps en temps. Enfin surtout celui-là, j'en ai 2, celui qui est global et celui qui est tout seul. Lui il dit, tu cherches une carte de créature, tu la révèles. Et ensuite tu vas mélanger ta bibliothèque et tu mets cette carte de créature au-dessus de ta bibliothèque. Donc c'est même pas, elle est dans ta main. Voilà, elle est au-dessus de la bibliothèque, les gens savent ce que c'est, ils la voient, tout ça. Mais c'est cool pour aller chercher justement une condition de victoire alternative, entre autres. L'offre bienveillante. Tu choisis un adversaire, ce joueur et toi-même, tu mets sur le champ de bataille
3 jetons de créature 1 blanche et spray avec le vol. Et tu choisis un adversaire, qui peut être le même d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas écrit choisissez un autre adversaire, donc tu peux choisir 2 fois le même. Vous gagnez 2 points de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Et ce joueur gagne 2 points de vie pour chaque créature qu'il contrôle. Voilà comment aider quelqu'un en point de vie, en créature. L'offre bienveillante qui porte très très bien son nom et qui va pouvoir faire en sorte que vous fassiez énormément de politique. Politique, c'est important. Protection de vos permanents avec l'intervention héroïque classico-classique. Défense talismanique indestructible à vos permanents jusqu'à la fin du tour. Trêve de l'aube avec en plus faire un cadeau. Donc faire un cadeau, ça veut dire que l'adversaire va piocher et filer un marqueur supplémentaire. C'est parfait, la synergie est top. Vous, les permanents que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Et si en plus tu as fait le cadeau, eh bien ils ont aussi l'indestructible. Ce qui est cool, c'est que c'est vous et les permanents que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique. Vous, c'est-à-dire que si c'est écrit le joueur ciblé, ça ne vous intape pas. Et en vrai, ça peut vous éviter certains problèmes. Pour le coup, trêve de l'aube là-dessus aussi, c'est très très puissant. Puis en plus, elle est folle, donc ça régale. Du mana en plus, cacher l'ésotérisme, classico-classique. Une carte, mais alors celle-ci, elle est tellement gotière, le home de l'éveil. Mais c'est un petit bijou. Pour tous les sorts coûtent 1 de moins lancé. Tous les sorts. Alors vous n'en profiterez probablement pas tout de suite. Mais ça régale. Il faudra bien que vous appuyez sur le fait que c'est grâce à vous que les gens économisent énormément de mana. Genre vraiment, vous compterez à la fin, si vous voulez juste vous amuser, le nombre de mana économisé par l'homme de l'éveil. Vous verrez, c'est indécent. Donc ça, faudra bien le rappeler pour pas que vos adversaires vous cassent tout de suite la gueule. Le Sol Ring, version Rinne-Série. Voilà, ça c'est la version Shiba, mais il y a un chien derrière parce que il faut du mana. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup des Sol Ring pareil dans mes decks, mais là je me dis que c'est ok tiers. Puis c'était pour Sol Ring. Donc quand on joue à Sol Ring, quand on est dans l'émission Sol Ring, il y a un Sol Ring, voilà tout simplement. Le Sonic Screwdriver, ça fait du mana, ça détape un artefact, ça permet de scry. Et surtout, ça permet pour 3 de faire en sorte que la créature ciblée soit imbloquable. Donc ça permet à Lila de taper, c'est hyper polyvalent, ça fait en plus du mana. Donc ça c'est topissime. En vrai ça rentre dans pas mal de decks Voltron finalement. Dans pas mal de decks Voltron, pour 3 t'as un caillou qui fait plein de choses. Donc c'est plutôt chouette. Le creuset des mondes, parce que vous verrez qu'on a beaucoup de fetch et ce genre de choses. Donc ça fait plaisir de pouvoir jouer des terrains, et de jamais être en galère de terrain. C'est vraiment des trucs les plus dramatiques dans ce deck là. C'est si vous n'avez pas de terrain, vous ne pouvez pas lancer la machine. Et du coup, vous allez avoir un deck qui est très très lent et c'est pas ce qu'on veut. Nous, au contraire, on veut que la partie soit le plus rapide possible pour que tout le monde se sente submergé, surpuissant et que vous bénéficiez de l'immunité diplomatique, d'être le moteur de tout ceci. Si par contre, vous faites rien pendant 4 tours, et ça je l'ai vécu en table hors Sol Ring, déjà vous vous amusez pas. Et en plus, les gars vous cassent la gueule. Vous casse la bouche, genre vraiment très 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 fort. Donc voilà, le creuset des mondes, je trouve ça sympa. On peut le retirer, je pense. C'est pas la carte, c'est pas le must-have du deck, mais je pense que c'est toujours utile. La cloche du temple, très sympathique aussi. Pour 3, tu l'engages, chaque joueur pioche une carte. Très sympathique. Quand il y a Lila, ça fait 3 marqueurs +1/+1 de validé. Les bottes de pied d'agile que vous connaissez. Défense talismanique, célérité et pour info l'équiper. Voilà. L'ombre lance, j'en parlais tout à l'heure parce que c'est trop fort. Ça permet d'avoir l'évasion, filer le piétinement et le lien de vie à Lila qui passe en mode 36-36. C'est pas négligeable. Et puis en plus, ça permet de faire perdre la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour aux créatures que vos adversaires contrôlent. Donc c'est quand même très 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 fort. Et enfin, dernier artefact, le mémorial d'Achroma. Parce que normalement, cette mana, tu peux les atteindre. Parce que normalement, voilà, l'homme de l'éveil, s'il est présent, ça fait que ça coûte moins à jouer, tout ça. Et ça permet à vos créatures d'avoir le vol, l'initiative, la vigilance, le piétinement, la célérité, la protection contre le noir, la protection contre le rouge. Bref, ça permet à Lila de détruire toute la table. Et même si vous n'avez pas forcément des créatures qui, elles, attaquent, voilà, vous n'avez pas forcément attaqué vos créatures, là, ça vous donne envie d'y aller. Quelque part. Donc c'est pas plus mal. Et enfin, on passe aux enchantements, parce qu'après il y aura les terrains, avec du mana. Comment faire plus de mana? C'est simple, avec le précepte de Karametra qui a le flash. À chaque fois que tu engages un terrain pour du mana, et bien ce joueur va en produire un de plus. Par rapport au mana qu'il peut produire, le terrain peut produire bien évidemment. Donc ça permet en plus, ça joue en flash. Ce qui est chouette, c'est que vous allez en bénéficier tout seul comme un grand et vous n'allez pas attendre
un tour complet, donc ça c'est cool. Vous avez la même chose, sauf que là c'est pas en flash, donc vous en bénéficierez pas tout de suite. Donc attendez-vous en revanche, si vous le jouez tour 3 et que vous êtes le dernier joueur à la table, attendez-vous à prendre des grosses 8-8, des cartes qui coûtent 8 dans la tronche tour 4. Donc ça peut piquer, mais c'est quand même sympa parce que ça permet de jouer des grosses cartes et justement encore une fois d'accélérer les games. Le dictat de Crufix pour 3 qui a le flash pareil au début de l'entretien, de la pioche d'ailleurs, le joueur piochera une carte supplémentaire. Donc ça permet de piocher 2 cartes au lieu d'une. Simple, efficace. Pour 3, le sacre de l'abondance. Au début de l'étape de pioche, chaque joueur pioche une carte supplémentaire. Donc pareil que le dictat. Et chaque joueur peut jouer un terrain supplémentaire. Donc ça permet d'accélérer encore une fois les parties et de pouvoir mettre plein de terrains en jeu pour tout le monde. Wheel of Ideas. Quand tu arrives sur le champ de bataille, tu pioches 2 cartes au début de l'entretien de chaque autre joueur. Et notamment par rapport à sa phase de pioche. Il va piocher une carte supplémentaire, donc ça permet encore une fois à tous les adversaires de piocher 2 et pas 1. Et au début par contre de ta phase de pioche, tu vas piocher 2 cartes en plus. Donc vos adversaires vont piocher 2, toi tu vas piocher 3, et quand il arrive sur le champ de bataille, tu vas en plus piocher 2. Donc ça, pareil en termes de pioche, on est pas mal. La part du contrebandier, parce qu'évidemment comme tout le monde va jouer beaucoup, tout le temps, mettre plusieurs terrains, etc. Au début de chaque étape de fin, tu pioches une carte pour chaque adversaire qui en a pioché 2. Enfin au moins 2 ce tour-ci. Donc autant vous dire que tout le temps quoi. Et au début de chaque étape de fin, tu vas pouvoir créer un jeton trésor pour chaque adversaire qui a fait arriver sur le champ de bataille sous son contrôle au moins 2 terrains sourcils. Et là c'est pareil, avoir des adversaires qui jouent 2 terrains régulièrement avec ce group hug là, c'est largement faisable. Donc la part du contrebandier, en plus ça coûte que 3, c'est plutôt sympathique. Struggle for Project Purity qui nous vient de l'extension Fallout. Quand tu arrives sur le champ de bataille, tu choisis soit Brotherhood, soit Enclave. Brotherhood, ça dit qu'au début de ton entretien, chaque adversaire pioche une carte et tu pioches un nombre de cartes égal au total. Donc on va dire qu'à chaque tour, ça te permet de piocher 3 cartes. Là où vos adversaires vont piocher une solo. Ou alors tu choisis Enclave, et ça dit, à chaque fois qu'un joueur vous attaque avec une ou plusieurs créatures, il gagne le double de compteur radiation. Par rapport au nombre de créatures qui vous attaquent. Si il attaque avec une créature, il gagne 2 marqueurs rad. S'il attaque avec 4 créatures, il gagne 8 marqueurs radiation. Et radiation, ça vous fait perdre des points de vie et ça vous fait meuler également. Voilà, donc mécanique rigolote, mais normalement, on va plus choisir le Brotherhood que le Enclave. Voilà. Carte totalement inutile, je trouve. Je m'en suis rendu compte en la rejoignant. Voilà, carte totalement nulle à chier. Sphère de sécurité 5. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un Planeswalker que vous contrôlez à moins que leur contrôle ait X pour chacune de ces créatures, X étant le nombre d'enchantements que vous contrôlez. En vrai, il n'y a pas tant d'enchantements que ça dans le deck. J'ai voulu essayer de ne pas mettre une propagande ou une prison fantomatique ou une prison fantomale, j'ai oublié le blaze, parce que je trouvais ça un peu lame. Mais bon, mettez propagande. C'est pas marrant, vraiment, mais c'est vachement plus efficace que Sphère de sécurité qui, entre nous, est nul. Nul. C'est nul, ça vraiment, c'est à retirer. La leyline d'anticipation, c'est tellement fort de pouvoir jouer vos sorts en flash. Ça permet de contrecarrer le fait que vous ne puissiez pas bénéficier des atouts des cartes qui disent au début de l'entretien. La leyline d'anticipation vous permet du coup de jouer à la fin du tour du dernier adversaire juste avant vous et de profiter de au début de l'entretien, blablabla. Donc en vrai, c'est très chouette. Vous ne l'aurez pas évidemment tout le temps, mais quand vous l'aurez, vous serez très content de l'avoir. D'ailleurs, j'ai même joué ça sur des decks lambda, tu vois, pas forcément group hug et tout. Et ok, ça coûte 4. Ok, nanani nanana, c'est chiant et tout. Mais jouer en flash tous les sorts, oh là 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 là, c'est un délice. C'est un véritable délice. En termes d'enchantement, on va avoir également la formaqueuse. La créature enchantée ne peut pas être bloquée, donc ça c'est pour Lila. Et à chaque fois qu'elle attaque, en plus tu as le regarin. Ça permet vraiment d'épurer et d'essayer de trouver la bonne carte au bon moment. Formaqueuse, très chouette. Et enfin on termine avec les terrains qui ne sont pas forcément dans la liste Moxfield, mais qui sont les classico-classiques, les 3 terrains de base, puisque les 3 couleurs. On va avoir la tour de commandement, parce que la tour de commandement c'est la vie. On va avoir Reflecting Pool dans sa version Fallout, qui permet d'ajouter un mana d'un terrain par rapport à un terrain que tu contrôles. Voilà.
Donc voilà, à partir du moment où tu as tes 3 terrains, tu choisis un peu ce que ça fait. Made of It pour vous prémunir d'une grosse bébête qui va venir vous attaquer ou pour protéger un allié. Là encore en termes de politique, Made of It le labyrinthe, hein, il est très utile. Alors oui, ça fait pas de mana, mais c'est pas grave parce que ça peut vous sauver les miches et ça peut également vous permettre de conclure des accords ultra puissants. Passage de fausse marée, pardon, soit mana bleu, soit mana vert, tu décides quand tu es sur le champ de bataille. Le clocher de Trenzalore s'ajoute à mana bleu. Et si tu payes 2 que tu l'engages et que tu retires 12 marqueurs, parce que chaque fois que tu l'engages, tu ajoutes un mana bleu, tu mets un marqueur dessus, et bien tu vas mélanger ton cimetière dans ta main. Non, le cimetière, pardon, et la main dans la bibliothèque, piocher cette carte. Et let's go là-dessus. Tu as exilé le clocher, mais bon, ça te permet de te faire une nouvelle main. Très stylé, n'est activé que quand vous avez un Time Lord, donc quand ton commandant est sur le champ de bataille, puisque c'est un Time Lord, hein, voilà, il est là, ça te permet de l'activer, mais honnêtement, c'est pourquoi pas. Voilà, je l'ai mis, jamais utilisé, mais bon, c'est là, c'est un terrain légendaire, ça fait plaisir. En parlant de terrain légendaire, Faucon du Seigneur des Anneaux, ça arrive à engager, sauf si tu as une créature légendaire, tu ajoutes un mana bleu, ou alors pour 2, tu regardes 2. Je trouve que c'est l'une, voire la carte de terrain légendaire du Seigneur des Anneaux la plus puissante. Je trouve vraiment que son effet est hyper fort. Avoir une créature légendaire, bah, c'est évidemment pas difficile, mais c'est un peu la contrepartie de toutes les cartes du Seigneur des Anneaux, en tout cas des terrains légendaires. Et regarde pour 2. Facile, simple, efficace. Je trouve ça trop fort. Vraiment, Faucon, je pense que c'est la carte la plus intéressante, à mon sens, pour essayer de creuser et trouver la carte nécessaire au bon moment. Évidemment, le flambeau du commandement, qui doit être, je pense, dans tous les decks. À partir du moment où vos commandants coûtent un peu cher. C'est vrai que si ton commandant coûte 1 ou 2, bon, pas forcément très utile. Mais à partir du moment où ton commandant coûte au moins 4, quand il meurt 2-3 fois, t'es bien content d'avoir le flambeau du commandement qui te permet, en la sacrifiant, de mettre le commandant dans ta main, depuis la zone de commandement. Ce qui te permet d'éviter le surcoût, les 2, 4, 6, 8 taxes de commandant, puisqu'on l'a fumé bien avant. Et Ganjo, ça fait plaisir, soit un mana blanc, soit un fiche 4 blessure, la créature attaquante ou bloqueuse, ça coûte 1 de moins pour chaque créature légendaire. Et évidemment Boseiju, parce que Boseiju c'est le must-have, hein. Si tu joues vert, il n'y a aucune raison de ne pas avoir Boseiju dans ton deck, c'est beaucoup trop fort. C'est pour 2, tu le défausses, tu te un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou un terrain non bas ciblé. Et voilà, ce joueur va chercher une carte de terrain avec un type de terrain de base, pardon, tu le mets sur le champ de bataille, tu mélanges, mais en vrai, on s'en fout, ça permet vraiment de sauver des games. Boseiju, c'est super fort. Ça coûte 2 en plus, comme c'est une capacité, bah, pour la contrer, il faut se lever tôt. Ça ne coûte que 2, et en plus, c'est une créature légendaire, elle ne coûte que 1 mana vert. Donc vraiment, Boseiju, c'est pas celui qui résiste, c'est celui qui régale. Voilà. On va avoir Glacial Fortress et Sun Petal Grove. Donc ça sur le champ de bataille engagé, sauf si tu contrôles forêt pleine ou pleine île. Voilà, donc normalement, tu as ce qu'il faut là où il faut. Tu vas avoir tout ce qui est, ça arrive d'étaper si tu as 2 adversaires ou plus. Donc tu as le Azorius, le Simic et le Célestien. Voilà, la tricolorité, elle est là. Tu vas avoir les terrains qui restent sur le champ de bataille dégagé si tu contrôles au moins 2 autres terrains. Donc là, tu vas avoir, j'ai pas mis le Azorius, tiens. Tu vas avoir le Célestien et le Simic. Tu vas avoir également le petit Wooded Bastion. Voilà, à partir du moment où tu as un mana vert ou un mana blanc, ça te permet eh bien, de faire la dualité que tu veux. Plutôt pratique. Les petits Pain, les petits ça picote, mais ça vaut le coup. Là par contre, on les a mis en 3. On a les trois binômes évidemment. La broussaille pour le Célestien, les landes pour l'Azorius et pour le Simic, les côtes de la Yavi Maya. On va voir ensuite, hop là, les fameux fetch, donc au nombre de 8 cette fois-ci. On a les 7, parce que tu peux pas en avoir plus, étant donné qu'il manque 2 couleurs, et eh bien tu seras limité par les 7 fetch. Et en plus de ça, on a un passage merveilleux qui va apparaître sous vos yeux ébahis, voilà. Qui fait plus ou moins la même chose, mais c'est surtout pour le landfall. Ça trigger le landfall une fois de plus, c'est pas un deck landfall, mais tant qu'à faire, autant le rajouter. Ça mange pas de pain, ça paye pas de mine. Ça paye pas de pain, ça mange pas de mine. Et enfin, on terminera... Ah non, excusez-moi. Il y a les Shocklands, ou les Ravelands, appelez ça comme vous voulez. Pareil, des 3 colors, 3 bicolorités, jardin, fontaine, bassin pour Célestien, Azorius et Simic. Et enfin,
parce qu'on les met dans tous les decks qu'on a, mais évidemment, vous pouvez mettre autre chose à la place. On a Dubbyland, Tropical Island et Savane, mais ça vraiment, vous pouvez mettre autre chose à la place. Il n'y a pas de galère. Voilà, vous savez tout de mon deck Groupug. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésite pas, comme je vous l'ai dit au début, likez, partagez, commentez. Il y a probablement des cartes qui sont tout aussi stylées qu'on aurait pu mettre, des cartes qui sont peut-être pour vous inutiles. En tout cas, la sphère de sécurité est clairement inutile. De retirer-la tout de suite du deck, elle sert à rien. Mais je vous ai montré le deck comme il devait l'être pour Sol Ring. Ouais, je crois que j'ai pas fait de modif dessus, donc vous avez vraiment le truc nature peinture. Mais n'hésitez pas évidemment à l'améliorer de votre côté. Sachez qu'il est très fun, que ça met une bonne ambiance à la table, mais qu'au bout de la 3e, 4e fois que vous le jouez, il capte que Lila, c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer. Et vous vous amusez moins, on va dire. Mais en tout cas, au début, c'est régalade. Et si tout le monde joue Groupug, alors là, c'est une véritable pépite. Commentez, likez, partagez évidemment, ça fait plaisir, ça soutient. N'hésitez pas à passer en live sur Twitch du mardi au vendredi de 9h à midi pour traiter des news, jeux vidéo, pop culture et de l'actualité Magic, Lorcana, Star Wars, enfin des TCG de manière globale. Ça fera excessivement plaisir. Moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis que en World Premiere, la prochaine deck tech que vous aurez pour fêter la sortie d'Innistrad Remastered, eh bien ça sera le deck Edgar Markov. Alors il sera pas à jour avec Aether Drift parce que je crois que je vais le sortir avant la sortie d'Aether Drift. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir un beau Edgar Markov, pas du tout aggro, plutôt mid-range. Donc il n'y a pas full vampire voilà, où ça vaut 1 ou 2 mana max et on bourre l'adversaire faut qu'il meure en 3 tours. Non, c'est un deck avec plein de vampires super stylés. Vraiment on s'éclate, moi c'est ma tribalité préférée. Donc j'espère en tout cas vous concocter un très bon deck. D'ici là, portez-vous bien, à très vite sur YouTube ou sur Twitch. Des bisous, ciao tout le monde.